Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast La Voix des chevaux. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une expérience un peu hors du commun. Je vous emmène pour une immersion au cœur d'un troupeau de chevaux Przewalski. Je suis Carmen de la chaîne et du blog EducHorse et je vous aide à faire de votre cheval un réel partenaire. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de passer du temps avec des chevaux vivant libres, dans un cadre aussi unique que celui du site Conservatoire des chevaux Przewalski à Urès-la-Parade en Lozère. Et pourtant, c'est exactement ce que j'ai vécu. 3 jours en immersion totale à observer ces chevaux, pas comme les autres, dans un domaine immense, de 2 fois 200 hectares. Ce stage était animé par Hélène Roche, qui est une éthologue passionnée, connue notamment pour ses ouvrages sur le comportement du cheval. Et autant vous dire qu'elle connaît chaque recoin du terrain, et chaque cheval aussi. Cela fait plus de 20 ans qu'elle les observe, et elle a partagé avec nous une foule d'anecdotes, de détails, d'histoires qui rendent ces animaux encore plus attachants et fascinants. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point il se passe toujours quelque chose entre eux. J'ai découvert une richesse insoupçonnée de comportements, d'interactions sociales, de dynamiques de groupe. Et j'ai compris que mieux connaître ces chevaux dits sauvages, c'est aussi mieux comprendre nos chevaux domestiques, leur langage, leurs besoins et leur équilibre émotionnel. Dans cet épisode, je vous raconterai mon séjour, les moments marquants, ce que j'y ai appris, tout en vous présentant le travail de l'association TAC qui œuvre chaque jour pour préserver cette espèce. Mon souhait, c'est de vous donner envie, vous aussi, d'aller à la rencontre de ce petit cheval qui a tant à nous apprendre. Depuis 1990, l'association TAC se consacre à un projet magnifique, Sauver le cheval de Przewalski, qu'on appelle aussi TAC en mongol. C'est une espèce qui avait complètement disparu à l'état sauvage dans les années 60. Aujourd'hui, sur le Causse Méjean, en Lozère, une 50aine de chevaux vivent libres sur une réserve de 2 fois 200 hectares. Et l'idée, c'est pas du tout de les apprivoiser ou de les domestiquer, bien au contraire. Le but, c'est de leur permettre de vivre au plus proche de ce qu'ils connaissent dans la nature, avec le moins d'intervention humaine possible. Derrière l'association TAC, il y a en vrai un projet de conservation, super complet qui agit sur plusieurs niveaux pour préserver les chevaux de Przewalski, notamment par leur engagement pour la restauration des milieux naturels. Leur réserve, c'est un vrai petit écosystème en soi qui attire des espèces qu'on ne voyait plus, comme les vautours par exemple. Bref, ils redonnent vie à tout un environnement et pas juste à une espèce. Ils ont aussi à cœur de transmettre, de partager et de faire réfléchir. La réserve est ouverte au public toute l'année. On peut venir y faire des courtes visites ou des séjours en immersion de plusieurs jours, ouverts à tous, comme j'ai fait moi-même. Ces moments-là, c'est pas juste de l'observation, c'est une plongée dans un autre rapport au vivant. On y apprend sur les chevaux, bien sûr, sur leur comportement, leurs réactions, leur mode de vie, mais ça va au-delà. Ça nous questionne aussi, nous, en tant qu'humains, sur notre place dans la nature, sur notre manière d'être en relation avec les autres êtres vivants. Alors, qui est ce fameux cheval de Przewalski ? Il a été découvert en Mongolie à la toute fin du XIXe siècle par un explorateur russe d'origine polonaise, M. Przewalski. Mais attention, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'a pas ramené de chevaux vivants avec lui. Il a juste rapporté des peaux. Et c'est ensuite un zoologiste qui a étudié ces restes et qui s'est rendu compte que ce cheval, c'était en fait une espèce jusque-là inconnue des scientifiques. Et c'est lui qui a donné son nom scientifique, Equus przewalski. Il fait partie de la grande famille des équidés comme nos chevaux domestiques, les ânes et même les zèbres. Lui aussi appartient au genre Equus. C'est un cheval plutôt petit, assez costaud, avec une robe Isabelle et sa crinière est courte et toute dressée. Pendant longtemps, on a considéré le cheval de Przewalski comme le dernier vrai cheval sauvage, celui qui n'aurait jamais été domestiqué.
Sa crinière dressée, c'est un trait qu'on observe chez tous les chevaux sauvages, à l'inverse de nos chevaux domestiques qui ont une crinière qui tombe. Une autre chose vraiment intéressante, c'est au niveau des chromosomes. Le cheval de Przewalski en a 66, tandis que nos chevaux domestiques en ont 64. Généralement, quand il y a un décalage dans le nombre de chromosomes, la descendance issue d'un croisement devrait être stérile, comme pour le mulet qui est issu du croisement entre un âne et un cheval. Mais il y a un fait assez étonnant, c'est que le cheval de Przewalski, qui est croisé avec un cheval domestique, ont des hybrides généralement fertiles. Et à l'œil nu, on ne peut pas vraiment les différencier, sauf peut-être à la deuxième génération, si une robe particulière due à un gène récessif se manifeste. Mais en gros, le seul moyen fiable pour les identifier, c'est grâce à une analyse génétique. À la fin du 19e siècle, il y a une vraie fascination en Occident pour les animaux exotiques. C'est un peu l'âge d'or des zoos, des jardins d'acclimatation et des fameux cabinets de curiosité où les riches collectionneurs cherchent à exhiber des espèces rares, soit pour leur plaisir personnel ou soit pour les offrir aux zoos qui se multiplient un peu partout. Et le cheval de Przewalski, avec son look primitif, a tout de suite tapé dans l'œil de ces passionnés. Du coup, pour répondre à cette demande, ils ont lancé des expéditions en Mongolie et en Chine. Au début, c'était pas simple, mais les chasseurs ont vite adopté une méthode assez brutale. Ils tuaient les chevaux adultes pour pouvoir capturer plus facilement les poulains. Ces petits étaient ensuite placés auprès de juments domestiques mongols pour survivre en captivité. Ça n'a pas été sans impact. On peut même penser que ces actions ont probablement accéléré la disparition de l'espèce à l'état sauvage, même si elle était probablement déjà en déclin. La dernière fois que l'on a vraiment vu un cheval Przewalski en liberté, c'était en 1968. 2 ans plus tard, en 1970, on a officiellement déclaré que l'espèce était éteinte à l'état sauvage. Mais heureusement, quelques-uns avaient survécu en captivité. Sur les 53 poulains qui ont été attrapés, seulement 12 ont réussi à avoir des descendants. Et aujourd'hui, grâce au travail commun des zoos, des chercheurs, des défenseurs de la biodiversité, plusieurs programmes de réintroduction ont pu voir le jour, notamment en Mongolie. Là-bas, les chevaux de Przewalski vivent désormais dans des réserves semi-sauvages, au plus près de leurs habitats naturels d'origine. D'ailleurs, des chevaux de l'association TAC ont été envoyés en Mongolie en 2004 et 2005 pour y être réintroduits. Pouvoir réintroduire ces chevaux dans leur milieu originel est très important pour la survie de l'espèce. Dès que je suis entrée dans le parc de la réserve du Cosméjean, j'ai tout de suite ressenti un vrai dépaysement. Voir ces chevaux libres, organisés en 3 groupes familiaux qui vivent ensemble, évoluer dans leur environnement naturel, c'était juste magique. Hélène Roche connaît vraiment chaque cheval, leur histoire, leurs liens, leur rivalité. Chacun a vraiment son propre tempérament et observer ces chevaux, c'est comme voir à quoi ressemble un cheval qui n'a pas été modelé par l'homme. Quand on regarde des chevaux en semi-liberté, on découvre un monde beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine quand on les voit juste dans un box ou un pré. Il y a toute une vie sociale hyper riche. J'ai été frappée par la richesse des interactions. Il ne se passe pas une minute sans qu'il y ait quelque chose à observer. Un poulain qui joue, 2 chevaux qui se toilettent mutuellement, un étalon qui marque son passage, une poursuite entre étalons, un jeu qui tourne mal, une bagarre ou un étalon familial qui conduit son groupe. Et il y a aussi des comportements plus subtils, comme quand ils surveillent l'environnement ou qu'ils flairent les odeurs. En les regardant vivre comme ça, j'ai vraiment compris à quel point leurs liens sont complexes. Et j'ai aussi réalisé que le rôle d'étalon familial est très exigeant. C'est un job à plein temps, où il faut être vigilant en permanence pour défendre sa place et ne pas se faire remplacer par un autre mâle. Un étalon familial vit généralement avec 2 à 4 juments qu'il doit à la fois protéger et garder auprès de lui. Il ne suffit pas qu'elle le tolère, il doit créer un lien de confiance assez fort pour qu'elle n'ait pas envie de le quitter. En même temps, il doit rester constamment en alerte pour repousser les étalons célibataires qui tournent autour.
toujours à la recherche d'une occasion pour séduire les juments. J'ai aussi remarqué que les étalons familiaux n'éliminent presque jamais simplement par besoin. Pour eux, le crottin et l'urine sont de vrais outils de communication. Ils marquent leur passage en déposant du crottin sur celui des autres mâles et ils masquent l'odeur de leur jument en urinant sur le crottin et l'urine de leur jument. Et dès qu'un étalon célibataire s'approche d'un peu trop près, l'étalon familial réagit très vite. Il démarre alors une course pour le chasser, parfois sur plusieurs centaines de mètres, jusqu'à ce que les intrus soient assez loin pour ne plus représenter une menace. Ces poursuites peuvent durer plusieurs minutes et demandent une grosse dépense énergétique. Ce rôle demande aussi une vigilance constante. L'étalon familial lève souvent la tête pour scruter les alentours, surveille les autres mâles et intervient dès qu'un membre de son groupe, jument ou poulain, s'éloigne trop. Dans ce cas, il fait ce qu'on appelle une conduite. Il baisse la tête vers le sol et oriente le groupe dans la direction qu'il souhaite. Tous les étalons que j'ai observés portaient les traces de leur combat, des morsures souvent superficielles mais qui témoignent de nombreuses altercations. Parfois, ces conflits peuvent aller plus loin et causer de vraies blessures pouvant conduire jusqu'à la mort. La vie d'étalon familial, c'est donc un rôle physique et intense où chaque jour est un défi pour garder sa place et protéger sa famille. Ensuite, j'ai pu découvrir que le sevrage est loin d'être une rupture brutale, comme on peut le voir dans certains élevages. Dans la nature, ça se fait en 2 temps. D'abord, il y a le sevrage alimentaire, qui se fait souvent quand un nouveau poulain arrive, mais la relation n'est pas finie pour autant. Même après le sevrage alimentaire, les jeunes restent souvent très proches de leur mère, ils jouent ensemble, se toilettent mutuellement, passent du temps côte à côte. Ce lien familial continue longtemps, parfois jusqu'à ce que les jeunes quittent le groupe vers 2 ou 3 ans. Ce maintien des liens, que ce soit avec la mère, les frères, sœurs ou un étalon bienveillant, c'est super important. Ça leur sert de base pour apprendre à vivre socialement, à comprendre les interactions avec les adultes, avec des jeunes d'âge différents, et c'est un vrai apprentissage pour leur avenir. Ensuite, on parle de sevrage social, lorsque les jeunes quittent leur groupe familial. Quand une jument, par exemple, commence à avoir ses premières chaleurs, elle devient soudainement le centre de toutes les attentions. Des groupes d'étalons célibataires peuvent se battre pour elle, souvent sans vraiment se soucier de ce qu'elle pense. C'est parfois très dur pour elle, surtout si elle n'a pas encore de lien avec un étalon. Quant aux jeunes étalons, c'est pareil, ils quittent souvent le groupe familial pour rejoindre des groupes de mâles célibataires. Ces groupes sont comme une école de la vie sociale. Ils y jouent, ils apprennent les codes entre mâles, gèrent leurs émotions et leurs tensions. Et c'est une étape clé pour construire leur futur rôle, que ce soit comme étalon familial ou pour rester dans un groupe d'étalons célibataires. On voit apparaître chez eux des jeux de simulation, des défis, les rituels autour des crottins ou encore des comportements d'intimidation. Ces choses commencent souvent vers 4-5 ans. Certains étalons restent dans ce mode célibataire toute leur vie, sans jamais former de groupe avec des juments. D'autres tentent leur chance à la saison des reproductions et ils testent leur force face aux étalons déjà installés. Une autre chose qui m'a vraiment frappée, c'est le libre arbitre des juments. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles ne sont pas juste possédées ou dominées par les étalons. En fait, elles ont leur mot à dire et tissent des liens très forts avec les autres juments de leur groupe. Parfois, si une jument décide de changer d'étalon, elle peut être suivie par une ou plusieurs de ses copines. Elles peuvent choisir de quitter leur groupe pour en rejoindre un autre, même si cela ne plaît pas à leur étalon. Cette dynamique montre bien que le pouvoir des étalons n'est pas absolu. Ils ne peuvent pas forcer une jument à rester contre son gré. C'est elle qui décide. Et souvent, ce ne sont pas les étalons qui provoquent les départs, mais plutôt des tensions entre juments elles-mêmes. Par exemple, l'arrivée d'une nouvelle jument qui serait peu sociable, ça peut créer des frictions qui poussent tout un groupe à partir. Un autre point important, c'est l'expérience des étalons. Leur comportement change beaucoup selon s'ils sont débutants ou expérimentés.
Hélène Roche nous a raconté l'histoire de Wasabi, qui était alors un jeune étalon. Au début, avec sa première jument Hécate, il était plutôt dur, voire agressif. Il la mordait, procédait à des conduites insistantes et l'isolait. En fait, ce comportement traduisait surtout un manque de maturité et d'expérience sociale. 1 an plus tard, Hécate a été reprise par un autre étalon, Colombo, un étalon plus expérimenté, plus respectueux et doux. Et pendant ce temps, Wasabi est redevenu un étalon célibataire, et il l'est toujours actuellement. Cette histoire montre bien que tous les étalons ne sont pas pareils. Ceux qui savent vraiment créer un lien avec les juments sont souvent moins agressifs et ils sont mieux acceptés dans le groupe. La réintroduction des chevaux de l'association TAC est avant tout une histoire d'apprentissage collectif. Quand les premiers chevaux sont arrivés sur le domaine, après leur transfert depuis les zoos dans les années 90, ils ne se connaissaient pas. Ils n'avaient pas encore acquis les codes sociaux nécessaires pour vivre ensemble en liberté. Les étalons notamment n'avaient pas appris à cohabiter avec d'autres mâles. Certains se montraient très agressifs et d'autres fuyaient tout contact. Il a donc fallu du temps pour que chacun trouve sa place. Petit à petit, grâce à la naissance de poulains directement sur le domaine et à l'observation des comportements des autres, les jeunes ont commencé à développer des vraies compétences sociales. Et c'est avec cette nouvelle génération née sur place que les premiers groupes stables ont pu se former. Il a fallu donc plusieurs années pour que les relations se régulent et qu'on puisse observer une organisation sociale fluide, proche de ce que l'on voit dans des populations sauvages. Observer les chevaux de Przewalski qui vivent en liberté, c'est aussi une vraie source d'inspiration pour penser autrement le bien-être de nos chevaux domestiques. Ces chevaux-là, souvent considérés comme les plus proches du cheval sauvage d'origine, vivent dans un mode de vie hyper naturel. Ils passent entre 14 et 16 heures par jour à manger des fibres, ils bougent quand ils veulent, ils se reposent par petites phases et ils vivent en groupe avec des interactions sociales super riches tout le temps. C'est ce quotidien-là qui est aujourd'hui une vraie référence en matière de bien-être. Et quand on regarde nos chevaux domestiques, souvent on est bien loin de ce modèle. Beaucoup de chevaux sont encore confinés en box avec peu ou pas de contacts sociaux et pas d'accès libre à la nourriture. Ce mode de détention peut provoquer des graves problèmes, que ce soit des troubles du comportement, des coliques ou d'autres maladies. Ce que les chevaux de Przewalski nous montrent, c'est que le bien-être n'est pas juste de ne pas avoir mal ou de ne pas avoir faim. C'est surtout pouvoir exprimer librement tout ce qui fait leur nature profonde. Les observer nous pousse à repenser nos façons de faire. Et si au fond, offrir à nos chevaux plus d'espace, plus de choix, plus de relations sociales n'était pas un luxe, mais une vraie nécessité. Mais comment savoir si notre cheval se sent bien ou pas ? La clé, c'est d'apprendre à vraiment observer le comportement de nos chevaux au quotidien. Par exemple, une posture un peu figée, une hypervigilance, une agressivité envers nous, ou encore des comportements répétitifs comme le tic à l'appui, le tic à l'air, ou le tic à l'ours, ou des mouvements bizarres de la langue. Tout ça, ce sont des signaux qu'ils nous envoient. Mais ces signaux, qui peuvent être assez subtils parfois, sont souvent ignorés ou mal interprétés par manque de connaissances. Le cheval parle beaucoup avec son corps et surtout avec son visage. Parfois, les signes sont très discrets, comme une lèvre un peu tendue, des narines qui s'étirent, un menton qui se crispe, ou des oreilles qui se tournent vers l'arrière. Tous ces petits détails peuvent nous dire qu'il est mal à l'aise, ou qu'il a mal quelque part, ou qu'il est stressé. Mais attention, ce n'est jamais un signe tout seul qui compte, c'est plutôt la combinaison de plusieurs choses. Par exemple, une posture figée, des yeux grands ouverts avec un regard dans le vide, une tête qui s'appuie contre un mur, ou un cheval qui s'isole des autres. Ce sont souvent des signes silencieux d'un mal-être. Apprendre à reconnaître tous ces petits indices, c'est donner à notre cheval la chance de comprendre ce qu'il ressent avant que ça ne devienne un vrai problème. Ça nous permet aussi d'aiguiser notre regard, de mieux prendre soin de lui, de son corps et de son esprit. Parfois juste prendre le temps d'observer attentivement peut tout changer. Si vous avez envie de soutenir l'association TAC,
sachez que ce n'est pas juste un simple don. En les aidant, vous participez vraiment à la préservation d'une espèce unique, le cheval de Przewalski, mais aussi à la restauration des steppes où ils vivent. Alors, comment faire? Il y a plusieurs façons. Vous pouvez faire un don ou parrainer un cheval. C'est super simple, je vous mets le lien en description. Si vous êtes une entreprise, une association ou une institution, vous pouvez devenir partenaire. Vous pouvez aussi partager leurs actions sur les réseaux sociaux, leurs appels aux dons, leurs événements. Ça aide beaucoup à faire connaître leur travail. Et puis, vous avez toujours la possibilité de participer à un stage ou même d'en offrir un. C'est une façon très directe de les soutenir et en plus, vous découvrirez leurs enjeux de près sur le terrain. Personnellement, j'ai adoré ces 3 jours d'immersion avec eux. C'était incroyable. Je recommande vraiment à tous ceux qui veulent voir des chevaux vivants libres de tenter l'expérience. Vous apprendrez énormément de choses et votre regard sur les chevaux va changer. En plus, l'endroit est magnifique, très dépaysant et Hélène Roche est une personne passionnante et passionnée et ça se sent dans tout ce qu'elle transmet. Je la remercie d'ailleurs beaucoup pour ce qu'elle nous a appris, toutes ces pistes de réflexion qui nous font vraiment avancer. Alors n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux et à partager cet épisode s'il vous a plu, parce que c'est aussi une belle façon de les soutenir. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.